that bass beat. Je m'appelle Jonathan Ferbeuf, j'ai 37 ans. Il se trouve que mon parcours à l'ESSEC, il est très lié aussi au parcours de mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, qui était aussi à l'ESSEC. Et en fait, dès la première année de l'école, on a créé une société de production de cinéma. On était passionnés de cinéma, mon frère et moi. En fait, mon frère avait pris des cours du soir de cinéma à New York. Et moi, je me disais, ça a l'air cool. J'aimais le cinéma comme lui. On s'était toujours dit qu'on monterait une boîte ensemble. Et donc, on a créé une société qui s'appelait Win Bros. Et notre premier projet, c'était un court-métrage. Et ce court-métrage, c'était l'histoire d'un condamné à mort à qui on donnait la chance d'être gracié au cours d'une émission de télévision. Et on a réussi à avoir vraiment... En fait, mon premier stage, je l'ai fait dans cette boîte que j'ai créée, donc juste après la prépa. Donc, j'ai pas eu beaucoup le temps pour profiter des soirées à l'ESSEC. Mais tout de suite, je me suis mis dans le bain de l'entrepreneuriat. Et puis, on a réussi à convaincre Lambert Wilson, MC Solar. On a fait un film avec 250 figurants, qui était une super expérience. Nous, on n'est pas d'un milieu de cinéma. Moi, je m'occupais de la production et mon frère de la réalisation. Et ça nous a amené à gagner plein de festivals un peu partout dans le monde entier. Notamment aussi, on a eu un prix d'entrepreneuriat à Matignon. C'était une super expérience. Ensuite, moi, j'ai fait toutes mes autres expériences de ma scolarité à l'ESSEC dans le cinéma. Je crois que mon deuxième stage, c'était à New York, où j'ai travaillé pour The Weinstein Company, qui est tristement célèbre, puisque j'étais plus ou moins le larbin de Harvey Weinstein à New York. Donc j'ai pu constater qu'il était complètement fou. J'avais pas vu que c'était en plus un violeur, mais c'était un stage un peu rigolo où moi j'étais en deuxième année, puis je voyais un jour Jay-Z arriver, un autre jour De Niro. C'était une expérience de stage assez atypique. J'ai fait ça pendant 6 mois et après j'ai commencé à faire un autre stage en financement de films dans une banque, et au bout de 2 mois en fait on a eu un projet d'une chaîne de télévision qui s'appelait Ciné Cinéma, je sais pas si ça existe encore, qui est une filiale de Canal+, et qui avait vu notre court-métrage et ils nous ont proposé de coproduire et co-réaliser une sorte de film dans le cadre d'une collection de films, donc de 30 minutes, c'était un peu une format de série. Et donc on a coproduit ça et puis co-réalisé ça avec mon frère. J'ai pu constater que j'étais pas un bon réalisateur et que c'était mieux de laisser mon frère faire. Et puis suite à ça, on a travaillé pendant 1 an et demi à essayer de faire un long métrage. Moi, je me suis un peu cassé les dents, j'ai pas réussi. D'ailleurs, on n'a pas réussi, on s'était fixé ça comme objectif. On écrivait tout le temps et rétrospectivement, notre erreur, c'est qu'on a voulu un peu faire tout seul. À la fois réaliser, produire, écrire, alors qu'on n'avait pas forcément un background de cinéma particulièrement étoffé, on avait plutôt appris en faisant. Et donc, la fin de ma scolarité à l'ESSEC, moi, je la vis un peu comme une forme un peu d'échec, parce que je me dis que 2 choses. D'une part, je m'aperçois que travailler avec son frère, c'est difficile, c'était mon grand frère. On se prenait un peu la tête parce qu'on n'était pas très complémentaires. Ça, c'était le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est que je me suis aperçu un peu sur la fin que je n'étais pas sûr de vouloir faire tous les sacrifices qui vont avec cette voie dans le cinéma. Et la frustration la plus grande que j'avais, c'était de ne pas être maître de mon destin, parce qu'en fait, les projets qu'on avait étaient des projets tout de suite qui coûtaient beaucoup d'argent. En fait, on ne pouvait pas les financer nous-mêmes, et donc on devait avoir les accords de gens et qui, je trouvais, n'avaient pas forcément les bonnes grilles de lecture pour sélectionner les projets. C'était souvent les projets qui étaient de gens qui étaient copains ou de gens qui venaient d'un milieu de cinéma qui étaient favorisés, et je trouvais que ça me gênait en fait le fait de ne pas être maître de mon destin. Donc au moment où je suis diplômé de l'ESSEC, donc ça doit être en 2008 ou 2009, je me souviens plus, je vis pas très bien parce que tous mes camarades sont un peu sur des rails et moi je sais pas trop ce que je vais faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai un camarade de l'ESSEC qui me parle d'un entrepreneur qui me dit pourquoi pas le rencontrer. Et en fait, il se trouve que cet entrepreneur est dans le secteur du jeu vidéo. Et en fait, ensemble, on se dit que ça peut valoir le coup de faire
c'était un moment où le jeu vidéo était un peu en train d'exploser sur Facebook, les jeux Facebook type Farmville, etc. Et on se dit que ça vaudrait le coup de faire une étude sur le secteur des jeux en ligne à une époque où il n'y avait pas vraiment d'études sur ce secteur. Lui, ça l'intéressait parce que ça lui permettait d'apprendre des choses sur le secteur, alors même qu'il avait été actionnaire très, très majoritaire d'une boîte qui fonctionnait bien dans ce secteur. Et donc pendant 6 mois, j'ai fait ça. Au départ, c'était vraiment une transition parce que j'avais réussi à avoir un job à New York dans la publicité. C'était un peu par piston que j'avais eu ça. Et du coup, je n'étais pas hyper convaincu que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais bon, en attendant, j'ai fait cette étude sur le secteur du jeu en ligne et ça m'a permis en fait de rencontrer plein d'entrepreneurs qui sont devenus des boîtes énormes après, des Zynga, des acteurs qui sont devenus des leaders un peu de temps après. Et c'était une super expérience parce que j'ai pu rencontrer des gens dans tout type de boîtes, dans un univers en pleine explosion. Et cette étude, finalement, s'est avérée être un tremplin génial parce que il n'y avait pas d'études sur ce secteur. Et donc moi, alors que je n'avais pas d'expérience, j'ai réussi à me faire un réseau et à acquérir une compétence dans un domaine qui était naissant et avec plein d'opportunités. Et finalement, le jour où je dois finalement arrêter cette étude, il se trouve qu'on a à la fin une belle issue parce qu'on vend cette étude à un groupe qui s'appelle Immedia, qui avait une solution qui s'appelait Allopass et qui avait beaucoup de clients dans le secteur du jeu. Et ça les intéressait d'utiliser cette étude pour aider les plateformes de jeux qui utilisaient leur solution à y voir plus clair dans l'évolution du business. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils nous rachètent cette étude. Pour faire court, l'entrepreneur qui l'avait un peu mandaté, avec qui j'avais travaillé, qui avait fait du conseil, qui était un X, etc., qui m'avait beaucoup appris, me propose de rejoindre sa boîte, son studio de jeu. Et donc pendant 3 ans, je travaille pour ce studio de jeu, qui est un studio de jeu freemium, mobile, qui s'appelait Urban Rivals, et dont l'objectif, en fait, c'était un jeu de cartes un peu à la Magic freemium. Et pendant 3 ans, je m'occupe du business développement, de l'acquisition de trafic, de l'internationalisation. Et assez vite, le virus de l'entrepreneuriat me reprend et donc me vient l'idée de... parce que j'avais pu expérimenter en fait qu'on avait une application freemium qui monétisait très bien sur iOS et sur Android, à une époque où la plupart des jeux mobiles ne monétisaient que sur iOS. Le poncif, la plupart des gens pensaient que sur Android, tu ne pouvais pas vraiment gagner d'argent avec ce qu'on appelle des in-app purchases, c'est-à-dire que les gens ne dépensent pas dans les apps Android. Et moi, je voyais que ce n'était pas le cas. Et j'avais du mal à acquérir du trafic sur Android. Et donc, c'est là m'est venue l'idée de créer une nouvelle société. Et donc, cette société, pendant 1 an et demi, j'ai fait développer ça par une agence. Et puis, j'ai fini par trouver un associé tech. On a eu 3 vies. On a commencé par faire une application de jeu qui faisait découvrir à une communauté des jeux mobiles, qui leur faisait gagner des points. Et puis ensuite, ces points pouvaient être convertis en cadeaux. L'application s'appelait Gifties. Après, en écoutant nos clients, on s'est aperçu que assez vite, ça nous a permis de nous payer et puis de quitter notre job respectif. Et puis ensuite, on a eu, en écoutant un peu, on a commencé à bosser avec tous les gros annonceurs dans le secteur du jeu, les Kings, etc. Et ensuite, on a vu l'opportunité de créer un réseau publicitaire de jeux dans les jeux. Donc ça a été le premier pivot de la société après l'application mobile. Et ça, on a fait ça 3-4 ans. On a dû arriver peut-être à 2 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. On était full bootstrap, on n'avait pas levé de fonds. Et au bout d'un certain temps, on voit les gros concurrents, Google, Facebook, Amazon, arriver sur le space. Alors là même que nous, on était très axé Android. Et curieusement, Google n'était pas très agressif sur la monétisation d'applications sur Android, en tout cas à ce moment-là. Et ils ont commencé à le devenir de plus en plus. Comme nous, on n'avait pas levé de fonds, moi, je ne voyais pas beaucoup d'avenir dans ce modèle-là. Et c'est là qu'est venu le dernier pivot de la boîte qui nous a fait rétrospectivement exploser, où en fait on a développé une solution qui agrégeait toutes les solutions du marché, Facebook, Amazon, Google et toutes les autres. Et on a développé une surcouche intelligente, des algos qui permettaient de mettre en concurrence tous ces acteurs pour afficher la pub qui rapporte le plus. Et en fait, les éditeurs d'applications, qui étaient en fait les vrais clients qui avaient le trafic, on leur apportait 2 services. D'une part, la simplicité, plutôt que d'intégrer 15 000 solutions différentes, de faire les ordres de priorité entre les uns et les autres, et puis d'aller chercher ces revenus sur plein de plateformes différentes. On leur disait, vous intégrez une solution, vous avez accès à tous les acteurs. On a négocié des conditions préférentielles parce qu'on a beaucoup de volume avec les différentes régies. Et on avait développé la surcouche intelligente qui permettait de maximiser les revenus. Donc
Ça s'appelait Adding Cube et ça a explosé. En quelques mois, on était sur, je sais pas, un run rate annuel d'une dizaine de millions d'euros. Encore une fois, on n'avait pas levé de fonds, donc on était vraiment une croissance explosive avec des perspectives très belles. Et là, on se dit avec mon associé, on avait connu les hauts et les bas, les difficultés et tout, et on se dit on va vendre plutôt tôt cette fois. On va plutôt assurer nos arrières entre guillemets, parce que voilà, c'est tout ce qu'on avait cette boîte. Donc au final, on a lancé un process, on a vendu notre boîte, et donc ça c'était il y a à peu près 3 ans. Je suis resté 2 ans dans la boîte qui nous a racheté, qui s'appelle Augury, qui est spécialisée dans la data mobile. Et ensuite, j'ai pris une pause de 1 an et demi, on va dire, où j'en ai profité pour faire un peu d'autres activités, un peu d'immobilier, m'occuper de mon fils, voyager un peu avec ma femme et mon fils, et puis pour revenir sur voilà, l'envie d'entreprendre qui est revenue, enfin qui m'a jamais abandonné, mais du coup qui m'a vite repris. Et l'idée de mon nouveau projet entrepreneurial, c'était de cocher 3 cases. Première case, je voulais faire un projet qui a un impact positif sur la société. Ça m'a un peu manqué dans la pub, je dois avouer que c'était pas forcément le premier avantage de ce que je faisais avant. Donc impact positif. Deuxième, quelque chose qui puisse aller scaler vite et s'internationaliser tout aussi vite. Et troisième point, je voulais faire une entreprise qui soit adaptée au monde d'après, et on va dire Covid et post-Covid. Et c'est là qu'est née l'idée d'Upfeel. Voilà, une société que j'ai créée en solo founder cette fois. Et là, je suis en train de finaliser une petite levée de fonds et en train de démarrer activement le développement de la société, en train de recruter les premiers salariés. Upfeel, en fait, c'est une plateforme qui vise à accompagner les salariés des entreprises sur le sujet du bien-être mental, qui est un sujet qui est encore trop stigmatisé à mon goût. L'idée, c'est déjà on est parti du constat qu'il y a beaucoup de mal-être, particulièrement en ce moment avec le Covid, mais qui préexistait au Covid et qui malheureusement il survivra. Et l'idée, c'est que de l'autre côté, donc il y a ce mal-être en entreprise, les stats sont affligeantes, quoi. C'est plus de 50% des salariés qui se déclarent en détresse psychologique aujourd'hui. Avec le développement du télétravail, la sphère entre guillemets vie pro, vie perso n'a jamais été aussi imbriquée. Et de l'autre côté, les chiffres de burn-out explosent, les dépressions explosent, l'isolement qui va avec le télétravail explose, les gens ne sont pas tous armés pour affronter ça. Et donc l'idée, c'est d'accompagner, de proposer aux entreprises qui sentent aujourd'hui qu'ils ont cette responsabilité, que c'est dans leur intérêt de se soucier de ce sujet, au-delà du fait qu'en plus ils ont aussi des contraintes légales qui les y obligent. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui permet en toute confidentialité à des salariés de choisir un psychologue, un coach ou même un diététicien si vous avez des sujets de troubles alimentaires, et de pouvoir voir cette personne en présentiel ou alors en téléconsultation, et de pouvoir être accompagné sur la durée, et puis en parallèle d'avoir accès à du contenu de développement personnel. C'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'adresser de fond un sujet qui est vraiment très, très grave. Et notre envie aussi, c'est d'approcher ça de façon très déstigmatisante. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sautent pas le pas d'être accompagnés, alors là même qu'en fait, ils ont tout à y gagner. Et donc, comment on fait pour déstigmatiser ce sujet-là ? On pense que de le faire passer par l'entreprise, c'est un moyen de démontrer aux gens que c'est accepté par la société. Donc, c'est un moyen de déstigmatiser ce sujet-là. Et puis après, de créer une plateforme qui soit frictionless, entre guillemets, qui fasse que les gens n'aient pas l'impression de passer par des étapes très difficiles pour aller jusqu'en face d'un psy, parce que parfois c'est assez compliqué pour les gens, ils y vont peut-être souvent trop tard. Et donc là, l'idée, c'est de leur dire, écoutez, il n'y a pas de problème, tout le monde a gagné à se faire accompagner, mais que ce soit un psy ou un coach ou un diététicien, si vous en ressentez un début de besoin, nous, on peut vous y accompagner. Voilà l'idée de la plateforme. Moi, l'ESSEC, en vrai, je l'ai un peu fait à la carte, c'est-à-dire que j'ai un peu choisi, je me suis moins impliqué. Au début, en première année, j'avais commencé un peu le BDE, puis je suis sorti de la liste pour créer ma boîte. Donc j'ai pas vécu, je dirais, la scolarité de tout le monde, parce que j'étais tout de suite dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai appris, c'est quelque part
Déjà, au-delà, même avant l'ESSEC, ce que j'ai appris, c'est beaucoup la prépa aussi. C'est à travailler, à avoir une capacité de travail peut-être supérieure aux autres et être capable de me focus sur un objectif et de penser qu'à ça. Et je suis un peu obsessionnel, c'est-à-dire quand j'ai un objectif, je pense qu'à ça. Et donc la prépa m'a beaucoup appris là-dessus. Puis l'ESSEC, en fait, ça m'a ouvert, entre guillemets, là où c'était bien, c'est que ça me permettait de choisir un peu enfin, les cours qui me plaisaient, qui me permettrait enfin, qui m'apporterait. Donc j'ai fait, je me rappelle, de cours de négociation, d'entrepreneuriat bien sûr, avec les frères Hayat, je me souviens, c'était très bon. Et donc je dirais que c'est plutôt un environnement qui a été propice à l'entrepreneuriat, même si je me souviens avoir négocié pendant longtemps pour faire mon premier stage dans ma boîte que je créais en première année. C'était pas facile, peut-être qu'aujourd'hui ça doit être beaucoup plus simple, mais au final ils m'ont laissé la flexibilité qui me permettait de créer une boîte en parallèle de l'ESSEC. Donc déjà ça, c'était bien. Et puis après, les connaissances, le réseau, même encore aujourd'hui, là, je discutais avec un ancien camarade que j'avais un peu perdu de vue et qui a un super poste et qui va nous aider. Donc voilà, le réseau, ça a beaucoup d'intérêt également. La première idée en fait sur la production de cinéma, c'est plus j'ai suivi mon frère. En fait, il avait fait un court-métrage à New York qui avait bien marché, et puis on avait une idée de court-métrage et je me suis dit plutôt que de le faire produire par quelqu'un d'autre, pourquoi pas le faire moi. Moi j'aimais bien cette idée, enfin de le faire tous les deux. On aimait bien cette idée, donc je me suis pas vraiment pris la tête et j'ai pas réfléchi hyper longtemps. Ça c'était la première. La deuxième, ça a été vraiment le résultat d'être dans un écosystème, donc à travers ce studio de jeu où il y avait plein d'opportunités et à me mettre dans un mindset où je me disais ok, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui dans cet univers, quelle est ma chance, quoi, quel est mon shot et qu'est-ce que je peux faire, et de me lancer vite avec une première idée et après de très vite bouger et d'être capable d'écouter ses clients et de pouvoir faire évoluer le projet. Et il s'avère qu'en fait la boîte qu'on avait au bout de 2 ans, elle n'avait rien à voir avec la boîte qu'on avait au bout de 3 mois, et puis la boîte qu'on avait au bout de 7 ans n'avait encore plus rien à voir avec celle qui était au bout de 2 ans. Donc en fait on a beaucoup écouté nos clients, on a été très agile et je crois beaucoup à ça en fait. Et du coup la difficulté que j'ai eue sur le troisième projet, c'est que j'étais parti de mon job d'avant. Je voulais plus être dans la publicité mobile. Enfin, quand je dis mon job d'avant, c'est qu'on s'est fait racheter. Moi, je voulais faire autre chose que la publicité mobile. Et la difficulté que j'ai eue, c'était concrètement de pouvoir comprendre les enjeux d'un secteur dans lequel j'évoluais pas. Et je dirais que ça, c'était très dur. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'aurais tendance à conseiller ça à des entrepreneurs. C'est les stages ou même vos premiers jobs, c'est souvent là que vous allez trouver des domaines qui vous intéressent et que vous allez voir des opportunités. Quand vous êtes totalement déconnecté et que potentiellement, moi dans mon cas, j'ai fait une pause d'1 an et demi, je connaissais les domaines qu'à travers ce que j'en lisais, donc je me suis fait une approche un peu on va dire, méthodique, où j'ai commencé à screener toutes les startups dans le monde entier qui avaient fait des grosses levées pour essayer de voir s'il n'y avait pas des concepts qui m'intéressaient. Et puis j'ai vu notamment un concept se rapprochant d'Upfil aux US. J'ai creusé. À un moment, je suis allé dans une fausse direction. J'ai parti de ce projet-là parce que j'avais pas forcément la conviction que le time to market était le bon. C'était un peu au tout début du Covid. Et en interrogeant des DRH, j'avais des doutes, etc. Je suis allé sur un autre projet où j'ai essayé de lever des fonds, et en échangeant avec des fonds d'investissement, ça m'a amené à me dire que je n'étais pas sur la bonne route et à reprendre le projet initial et à creuser encore plus pour me faire confirmer que c'était le bon projet et de voir que le time to market avait évolué. Et en 9 mois, les mentalités dans les boîtes avaient totalement changé. Et ce qui était un sujet peut-être un peu secondaire il y a 9 mois est devenu le sujet du moment. Et donc j'ai senti le time to market. Et donc je me suis dit, plutôt que de passer, parce que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir de façon analytique, plutôt que de dire ok, je passe encore 1 an à réfléchir sur l'idée idéale, le truc parfait, etc. Je me suis dit, je me lance et advienne que pourra, on verra. J'avais fait toujours mes boîtes avec des associés, la première fois mon frère. La conclusion, c'est que on n'était pas ultra complémentaires, donc j'ai essayé de trouver un profil très complémentaire que j'ai trouvé au bout d'1 an et demi dans ma boîte précédente qui était un profil tech. Et là, pareil, j'ai pas trouvé vraiment, et je me suis dit,
plutôt que de passer des mois et des mois à chercher, etc., je me suis dit, je vais me lancer et en général, quand tu as un projet qui devient de plus en plus solide, les gens viennent à toi. Et ça, j'ai pu l'observer, ça me semble maintenant mais tellement évident. Et je me suis mis un peu aux plateformes no-code et du coup, j'ai développé un proto moi-même en no-code et ça m'a permis en tout cas d'arriver à l'étape où je fais une levée de fonds et puis je commence à m'entourer de gens très, voilà, très complémentaires. Moi, j'ai passé quasiment 7 ans avec mon associé dans la boîte précédente à me poser la question est-ce qu'on lève des fonds ou pas. Il se trouve qu'on avait un modèle rentable dès le départ et qu'on était sur un modèle très tech. Tu vois, l'histoire de la médiation publicitaire telle que je te la décrivais, enfin, tu vois, peu de gens comprennent réellement ce que c'est, peu de gens comprennent la techno derrière. Et nous, il se trouve qu'à travers les expériences qu'on a, nos 2 pivots d'avant, on avait compris beaucoup de choses que peu de gens avaient compris. Donc en fait, en développant cette plateforme, il n'y avait pas une concurrence énorme, il y avait des barrières à l'entrée assez fortes. Et donc on a pu scaler assez vite sans forcément avoir besoin de lever. D'ailleurs, on a eu un moment où quand ça a explosé, on avait le choix entre soit lever beaucoup d'argent, soit vendre la boîte. On a plutôt préféré la deuxième option parce qu'on voulait assurer. Là, sur ce coup-là, en fait, on est sur un marché avec un time to market important, avec des barrières à l'entrée peut-être un peu moins importantes. Et du coup, il y a une course on va dire au premier entrant. Et puis, il y a le timing qui est important. Donc, en fait, là, pour le coup, je pense que j'ai pas beaucoup de choix et qu'il faut que je lève pour m'entourer très vite d'une team et vite recruter des entreprises. C'est ça mon... Donc, si tu veux, la notion de lever des fonds, je dirais, elle est toujours un peu corrélée au projet, quoi. Il y a des projets qui s'y prêtent et des projets qui n'en ont pas besoin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vois que récemment, il y en a qui expliquaient qu'il ne faut absolument pas lever de fonds et que c'est bien de refuser des offres de levée à 30 millions. Déjà, c'est bien pour faire parler de soi, ça, il n'y a pas de doute. Mais aussi, moi, je dirais pas que c'est blanc ou noir, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à son projet et qu'est-ce qui convient le mieux pour réaliser son ambition dans ce projet-là. Je pense, et c'est un truc qu'on m'a souvent dit, et c'est que je me raconte pas d'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a parfois certains entrepreneurs qui croient tellement dans leur truc qu'ils voient pas vraiment la réalité, qu'ils ont tendance à se persuader eux-mêmes de choses alors que la réalité est peut-être tout autre. Et moi, j'ai toujours, je pense, eu à cœur d'essayer de bien comprendre comment, de regarder de façon très froide l'avenir de la société sur un positionnement donné. Et donc, quand on a développé cette application qui faisait découvrir des jeux, en fait, je voyais que c'était bien, mais je ne voyais pas un potentiel de ouf. Et puis, par ailleurs, je voyais que on avait d'un côté, on faisait de l'échange de trafic pour faire venir des gens sur notre appli. On avait développé ce qu'on appelle un SDK, c'était un bout de code que tu intégrais dans ton application et il y avait un bouton cadeau que les gens mettaient en échange dans leur appli et nous on leur renvoyait du trafic gratuitement. Donc on avait 2 types de partenaires, des développeurs indépendants d'une certaine façon qu'on mettait en avant gratuitement en échange de trafic puisqu'ils mettaient le bouton dans leur app et ils nous renvoyaient du monde, et de l'autre côté des annonceurs type Candy Crush, etc. qui nous achetaient des installations. Et assez vite, en fait, on a eu les annonceurs qui nous ont dit c'est bien le trafic que vous nous envoyez, mais c'est du trafic qu'on appelle incentivé. Moi, je rentre un peu dans les détails, mais c'est des gens qui gagnent des récompenses pour aller découvrir nos jeux. C'est bien, mais c'est de moins bonne qualité, entre guillemets, ça transforme moins en termes d'achat derrière que du trafic non incentivé. C'est typiquement quelqu'un qui voit une bannière publicitaire, qui clique dessus et qui va ensuite télécharger le jeu. Les conversions sont meilleures en termes d'achat au sein des jeux quand c'est du non-incentivé. Donc ils nous disaient ça. Et de l'autre côté, on avait les développeurs d'appli qui nous envoyaient du trafic et qu'on récompensait en les mettant en avant dans notre app, qui me disaient mais en fait c'est très bien le trafic que vous nous envoyez, mais on n'arrive pas à faire d'argent avec. Donc je me suis dit en fait en prenant ces deux remarques, je me suis dit en fait on va créer un réseau publicitaire de jeux dans les jeux, parce que d'un côté on enverra du trafic non incentivé aux annonceurs et de l'autre côté on va aider les développeurs à qui on bosse déjà à monétiser. Et donc j'en ai parlé à mon associé qui a été emballé par l'idée, il a développé le truc. Et puis pareil pour la dernière solution, on a passé pas mal de temps moi j'ai passé pas mal de temps à réfléchir et
Et en gros, au même titre, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas d'avenir, on n'a pas levé de fonds, on va se faire défoncer. Et je me suis dit, plutôt que d'être un concurrent de Google, Facebook, Amazon et les autres, pourquoi pas se mettre au-dessus dans l'échelle de valeur et du coup, tous les agréger et les mettre en concurrence. Et je me suis dit, voilà, stratégiquement, tu es dans une bien meilleure position quand c'est toi qui contrôle les flux, quand t'es un de ceux qui récoltent les miettes, entre guillemets. Et donc, ces pivots, en fait, ils sont nés d'un constat assez froid qu'en fait, les produits sur lesquels on était avaient des limites très importantes et que moi, je voyais pas trop comment on pouvait se développer autrement qu'en essayant de nous adapter et de bouger, quoi. Et c'est ça, rétrospectivement, qui nous a fait réussir, quoi. C'est toujours d'être très lucide sur les limites de ce qu'on faisait et aussi sur le potentiel, tu vois. Alors moi, en fait, le fait, tout ce que je te raconte là en abrégé, mais j'ai appris vachement de choses sur moi-même aussi à travers toutes ces expériences. Et aussi, tu vois, quand tu entreprends, tu as un peu l'objectif ultime qui est de vendre ta boîte en vrai. Et tu te dis, une fois que tu auras vendu ta boîte, tu seras dans une genre d'Éden et la vie n'aura plus de problème. Tu n'auras plus de problème dans la vie, tout sera simple et génial. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça te permet, quand tu vends bien ta boîte, une certaine aisance financière et de te prendre un peu moins le chou sur des sujets basiques. Et ça a vachement de valeur. Mais honnêtement, moi, ça m'a presque fait l'effet inverse de... pas déprimer, mais un peu quand même. De me dire, ouais, t'es dans le jus pendant assez longtemps avec un objectif. Et puis après, qu'est-ce que tu fais, quoi? Moi, ma femme, elle bosse. Mon fils, il est à la crèche. Mes potes, ils bossent. Qu'est-ce que je fais de mes journées, quoi? Donc j'ai fait un peu de tennis, j'ai un peu voyagé avec ma femme, mon fils. Bon, il se trouve que le Covid ne nous a pas aidés non plus. Mais assez vite, en fait, je me suis dit, ma vie, je la conçois... je la conçois pas autrement que d'essayer de faire des choses, quoi. Et j'ai essayé de... Tu vois, je me dis, contrairement un peu aux fois d'avant, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont déjà vendu une boîte, qui se posent la question du sens. Donc là, le sens, ça a été très important pour moi. Donc d'essayer de faire quelque chose où je me lève le matin, où je me dis, ok, malgré les difficultés, je vais faire un truc qui va avoir un impact positif. Il y a quelqu'un qui va se réveiller dans sa boîte le matin qui est pas bien, je sais pas, soit il s'est séparé de sa copine et il voit les choses en noir et du coup on va lui proposer via notre plateforme la bonne personne au bon moment pour lui donner un coup de pouce et faire qu'il aille mieux ou quelqu'un d'autre qui vient... je sais pas, toutes les difficultés de la vie que tu peux imaginer, ou même quelqu'un qui va bien mais qui a juste envie d'améliorer une dimension dans sa vie ou travailler sur lui. Et ça me motive. Et en fait, aujourd'hui, alors qu'avant j'étais à me dire, il faut que je vende ma boîte, il faut pas que je rate les opportunités, etc. Là, je suis plus à me dire, je veux vraiment faire un truc très gros qui va avoir un impact at scale sur le monde, si je peux. C'est très ambitieux, mais moi je suis très ambitieux. Donc je veux faire un truc qui soit beaucoup plus gros que ce que j'ai fait par le passé. Et par contre, je vais essayer de le faire très différemment d'avant, c'est-à-dire que là où j'ai fait mes boîtes d'avant un peu from scratch, avec des juniors au départ, avec problèmes de management et tout ça. Là, l'idée, c'est de m'entourer que de gens qui sont très expérimentés et qui vont me permettre aussi de pas tout faire, quoi. Et de pouvoir aussi à un moment me reposer sur des gens. Et ça, c'est ce que, tu vois, tous les amis entrepreneurs que j'ai qui sont passés par les mêmes stades disent toujours à peu près la même chose. C'est vraiment... voilà, s'entourer, c'est clé, mais aussi démarrer une boîte avec des gens qui sont expérimentés, c'est plus cher, mais au final, tu t'y retrouves, quoi. Sky is the limit, je sais pas, IPO, on verra. Hein, mais en fait, c'est que maintenant, je me dis, ok, imagine, je vends ma boîte dans 3 ans, qu'est-ce que je fais après, quoi? Maintenant, je vais me retrouver dans le même truc où je vais me demander ce que j'ai envie de faire, je vais devoir retrouver un projet. Bon, là, il se trouve que j'ai le projet qui me plaît, j'ai dans un domaine qui me plaît. Quel est l'objectif tu vois, ok, je pourrais gagner plus d'argent, mais bon, aujourd'hui j'ai assez d'argent pour être pas trop mal et avoir assuré mes arrières et ma famille, ça va. Tu vois, donc en fait, c'est plus. Je suis beaucoup moins. Je suis plus à me dire, je vais faire un très gros truc et je vendrai sans doute plus tard, que de me dire, je suis un peu opportuniste et j'essaye de vendre le mieux, le plus vite possible, quoi. C'est un mindset très différent de ce que j'avais avant. Et je pense que tu l'as d'autant plus facilement, ce mindset, quand tu as déjà vendu ta boîte et que tu es sécurisé à titre personnel, parce que quand tu joues en gros tout ce que tu as, t'as pas trop envie de le jouer au casino et t'as pas forcément, tu vois, quand tu as une occasion qui se présente, tu la saisis, quoi.
plutôt que de dire ouais, peut-être que je vais attendre un peu, ça va peut-être valoir plus après. Ouais, mais bon, peut-être moins, quoi. Donc, voilà, c'est toujours ton rapport au risque, quoi. D'abord, vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur. Enfin, tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est dur. En fait, moi je le vois, hein, ma femme, elle me dit, mais putain, c'est stressant, quoi. Après, tout le monde le vit différemment. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de un peu angoissé. Donc, ces phases de création, surtout la phase du départ, de market fit et tout, elle est assez difficile à trouver. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup de, tout le monde le dit, mais de persistance, d'être capable de se prendre des barres, des portes, mais tout en ne s'obstinant pas dans des directions qui n'ont pas de sens. Donc c'est un savant mélange de persistance et aussi d'être à l'écoute des autres, de sa propre voix bien sûr, parce que quand tu écoutes tout le monde, bah, après tu sais plus trop où tu vas, mais par contre d'essayer de retenir les points qui sont justes et qui font écho chez toi à quelque chose qui te semble être la vérité, et de l'autre côté, voilà, d'être persistant et de ne pas abandonner. Et donc ouais, voilà, le premier truc que je dirais aux entrepreneurs, aux étudiants, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer des boîtes, quoi. Et je veux dire, vous pouvez être très heureux en étant salarié. Parfois, moi j'idéalise, j'envie même les gens qui ont leur boulot jusqu'à 18h, qui se prennent pas la tête qui réfléchissent pas H24 à leur projet. Moi je sais que c'est pas ma nature, donc voilà. Deuxième chose, je dirais entourez-vous. Si vous vous associez, associez-vous avec des profils complémentaires. Ça paraît peut-être évident, mais si t'es sec, c'est mieux de t'associer avec un mec de centrale et inversement. Si tant est que le mec de centrale soit plus tech et les secs soient plus business, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais bon, c'est assez souvent le cas. Donc trouver des profils complémentaires, essayez de vous associer avec, si vous êtes optimiste, essayez de vous associer ou de vous entourer de pessimistes. Si vous êtes pessimiste, peut-être que c'est peut-être mieux d'être plus CTO ou dans un deuxième rôle. Et si vous êtes optimiste, c'est souvent la qualité d'un CEO, quoi, d'être optimiste, d'être visionnaire et de peut-être moins voir les épreuves, les difficultés. Donc deuxièmement, vraiment vous entourer, ça c'est crucial, quoi. Et troisièmement, je dirais, plutôt que de overthinker, je sais pas si ça se dit, mais plutôt que de surréfléchir les sujets en vous disant il faut que je trouve l'idée du siècle, lancez-vous avec une idée que vous trouvez pas trop conne et en vous disant que vous ferez évoluer votre projet en fonction des retours que vous avez. Et si vous n'êtes pas trop bête, et que vous avez choisi un secteur qui n'est pas totalement en crise et où il y a des opportunités, vous trouverez sans doute la voie. Voilà mes conseils.